Radio Clédou. C'est tout au monde après vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci à tous de nous avoir choisis pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Plus de 49 milliards de francs CFA seraient disparus des caisses des différents services étatiques dans le PMU Mali, selon le bureau du vérificateur général. Comment cela s'est produit? La réponse dans ce journal. Le village Shaw vient de remettre sa lettre de déclaration d'abandon de l'excision à la coordinatrice du programme conjoint UNFPA-UNICEF. Un village de plus pour un changement de comportement. Prier pour la stabilité sociale, véhiculer le message de la paix et du pardon et vivre ensemble à travers un islam tolérant. C'est le but de journée de prière organisée par les femmes de Tombouctou. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Développement complet dans un instant avec Assotou Kanté et Fatou Fall à la technique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'année 2012 aura été l'une des années les plus mouvementées au Mali. En plus de la crise politico-sécuritaire, il a été constaté la disparition de plus de 49 milliards de francs CFA par le bureau du vérificateur général. De toute évidence, cette somme colossale appartenant à l'État malien, elle s'est donc volatilisée des caisses des différents services étatiques dans le PMI Mali. Cette information provient du rapport 2012 du vérificateur général. Les précisions avec Lamine Keita, vérificateur au bureau du vérificateur général et chef de centre de formation technique du BVG. Lutter contre la corruption, on ne saura le faire uniquement à partir des structures publiques. La société civile a son rôle à jouer. Je pense que cet espace peut contribuer effectivement à mieux informer la société civile sur les faits de gestion publique, de manière justement à servir de relais pour diffuser ces mauvaises pratiques, dire combien c'est néfaste pour le développement du pays. Il est donc important que chacun puisse s'impliquer. Il faut quand même pas oublier que l'année 2012-2013, que ces années ont été relativement un peu perturbées. Les entités que nous avons vérifiées nous disent exactement ce que nous avons vu, mais il ne s'agit pas d'une comparaison année après année pour essayer de voir dans quelle mesure la corruption baisse ou non. Il faut une autre forme d'enquête, mais les présents travaux ne permettent pas d'affirmer comme quoi la vérification est en baisse dans notre pays, parce que ce n'est pas l'objet des sujets que nous traitons. Nous sommes un peu factuels, c'est-à-dire nous allons quelque part, nous voyons ce qui s'est passé et nous le disons. Les irrégularités financières sont globalement de deux sortes. Les faits de mauvaise gestion, c'est-à-dire une forme d'imprudence, de manque de vigilance du gestionnaire. Des fois aussi, effectivement, il y a des cas d'incurie qui sont là, c'est-à-dire que de l'argent a été carrément et crapuleusement subtilisé des ressources publiques. Ce sont ces cas qui arrivent et l'année 2012 ne fait pas exception. Et ces cas sont considérés comme du vol ou la corruption? Oui, on peut l'appeler comme ça. Sur un autre sujet, lutter contre le paludisme à Kati à travers l'assainissement, c'est le but d'une journée de salubrité organisée ce dimanche au Centre de protection maternelle et infantile PMI, suivi ce lundi d'un don de matériel de Saint-Rémy à la directrice du centre. Organisée par le Club des Amis des Allées, cette initiative a été appréciée à sa juste valeur par la bénéficiaire Kassambra Binta Togo. Elle est au micro d'André Traoré. Nous sommes très satisfaites. Je suis très contente même d'avoir pris l'initiative pour venir à la PMI de Kati, choisir notre centre pour l'assainissement. Ça m'a beaucoup plu. Vraiment, je suis très satisfaite pour ce geste-là. Donc maintenant, on a vérifié, on est venu le lundi trouver que l'enceinte est propre. Ils ont accompli leur tâche aussi. Je les remercie infiniment pour ça aussi. Leur chef, le directeur qui est là au conseil de cercle, lui aussi, je le remercie infiniment parce que le tout dépend de lui. Ce que je leur dis, c'est de continuer ce mouvement, de ne pas freiner, prendre courage encore. Bon, avec ce geste aussi, je suis très contente pour ce geste. Selon vous, l'assainissement peut jouer quel rôle dans la lutte contre le palu? L'assainissement peut jouer un grand rôle dans la lutte contre le palu. Parce que pour que le palu soit freiné, il faut un bon assainissement pour la population. Salubrité, c'est très important. C'est le facteur le plus important d'abord.
À quelques mois de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement prévus en 2015, les parlementaires de la Commission santé de l'Assemblée ont échangé ce lundi sur les engagements internationaux du Mali dans le domaine de la santé et de la nutrition. Cette rencontre était organisée par Save the Children et ses partenaires, à savoir World Vision, Child Health Now et le ministère de la Santé dans le cadre de la campagne Tous et Chacun. Où se situe le Mali par rapport aux engagements internationaux en matière de santé et de nutrition? Quelles sont les contraintes auxquelles notre pays est confronté dans la mise en œuvre des engagements cités? Ce qui est sûr, le Mali ne serait pas au rendez-vous de 2015. Le professeur Khalil Ouattara, président de la commission santé de l'Assemblée nationale, l'a dit au micro d'Assassa Kliba. On peut dire que le Mali a fait un gros effort. Les indicateurs ont bien bougé, mais force est de constater qu'en 2015, ils sont à un certain niveau et il reste peu de temps pour que réellement on puisse atteindre ces objectifs. La mortalité maternelle, par exemple, est à 264 morts pour 100 000 naissances. Il est illusoire de penser que sur 15 ans que couvraient les OMD, il ne reste qu'un an, même pas ce qu'on n'a pas pu faire en 14 ans. Je pense que ce n'est pas en un an qu'on pourra vraiment faire bouger les choses pour que les objectifs soient atteints. Moi, je pense que les contraintes sont financières d'abord. On vient de dire qu'il n'y a pas de gynécologues dans tous les districts sanitaires. Alors que les gynécologues sont là, ils ne sont pas recrutés, les sages-femmes sont mal réparties. Ce sera très difficile d'atteindre les objectifs dans ces conditions-là. Et il y a un problème aussi de respecter les normes. Parce que les normes disent que pour tel nombre d'habitants, il faut telle catégorie de personnel sanitaire. Ces normes de l'OMS sont loin d'être atteintes au Mali. Alors, quel doit être le rôle des parlementaires dans ce processus? Le rôle des parlementaires, c'est vraiment de se battre pour que les allocations budgétaires au niveau du ministère de la Santé respectent aussi les OMD, les engagements, parce que tous les pays se sont engagés pour mettre 15% de leur budget à disposition de la santé. Je vous le disais dans le titre, le village Cho, situé à 66 km de Bamako, à l'avant-garde de l'abandon des mutilations génitales féminines, l'excision dans la région de Koulikoro, la Direction générale de la femme, de l'enfant et de la famille, en collaboration avec l'ONG Tanier, interviennent dans 50 villages pour un changement de comportement, dont 30 ciblés. Parmi ces villages, Cho vient de remettre sa lettre de déclaration d'abandon à l'excision à la coordinatrice du programme conjoint UNFPA-UNICEF en faveur de l'abandon des MGF excision en visite hier dans leur localité. Fanta Diakité faisait partie de la délégation. Voici son reportage. La pratique de l'excision est un sujet très sensible dans les pays africains, mais particulièrement au Mali. Pour freiner cette pratique, la Direction régionale de la femme, de l'enfant et de la famille et l'ONG Tanier conjuguent leurs efforts. Dr Koulibaly Anakuntu, point focal de la prise en charge des complications liées à l'excision au centre de santé de référence de Koulikoro. Et depuis son implication, nous ne pouvons faire une semaine sans recevoir 3, 4, 5 cas de complications liées à cette pratique-là. Donc ces genres de complications aussi ont été pris en charge au niveau du centre de santé de référence de Koulikoro. Cependant, la prise en charge des cas de fistule pose énormément de problèmes au niveau du CCRF. Et nous savons que les grossesses précoces généralement donnent des difficultés à l'accouchement parce que le bassin maternel n'est pas encore mature. Même si cette difficulté n'est pas tout de suite liée à l'excision, mais le fait que la fille a été mariée très tôt et que son bassin ne soit pas mature, ça peut donner un accouchement traumatique ou voire même un accouchement par voie basse impossible. C'est pour vous signaler que de 2012 à 2014, nous avons recensé au centre de santé de référence 3 cas de fistule vésico-vaginale. Et la prise en charge nous pose un tout petit peu de problème parce qu'il n'y a pas de personnel formé par rapport à cette prise en charge. Donc là, je profite pour lancer cet appel. La politique nationale de lutte contre les mutilations génitales féminines est essentiellement basée sur la formation du personnel sanitaire, la sensibilisation pour un changement de comportement et j'en passe. Aïdara Bernadette Keita, directrice régionale de la femme, de l'enfant et de la famille.
Déjà, nous avons la création même du PNLE qui montre la volonté politique et aussi l'État a déployé vraiment des moyens, environ 150 millions par an pour les activités vraiment de lutte contre l'excision. Nous avons aussi une politique nationale qui a été élaborée, assortie d'un plan d'action 2010-2014 qui prend en compte toutes les activités relatives vraiment à l'abandon de l'excision, y compris une prise de loi dans les prochaines années. Cette ONG Tanier couvre 50 villages dans la région de Koulikoro avec 30 villages cibles dont 20 ont déjà signé la convention de déclaration d'abandon de l'excision, plus le village de Cho récemment. Direction la ville de 333 Saints, l'UNICEF dote la Direction générale de la promotion de la femme, de l'enfant, de la femme et de l'enfant de Tombouctou d'un véhicule neuf tout-terrain, ce dont vient renforcer le travail de cette direction dans la région de Tombouctou. Écoutons la directrice régionale de la promotion de la femme et de l'enfant de Tombouctou, Ben Barka Al-Badia Fatouma, et l'administrateur santé de l'UNICEF, Moulay Sangari. Pour le suivi de ces activités, il est nécessaire qu'ils aient vraiment un moyen de locomotion. Et jusqu'ici, nos collègues de la direction de la promotion n'avaient pas de véhicule pour assurer ce service de suivi. Nous pensons que ce geste de l'UNICEF pourra aider nos collègues de partenaires de la direction de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant pour assurer le suivi régulier des activités sur le terrain. On ne peut que remercier le partenaire UNICEF pour cet appui combien significatif. Parce que là, c'est vraiment une grosse épine tirée de notre pied, si je peux le dire ainsi. Je ne peux que les remercier et les féliciter et les encourager de continuer dans leurs tâches combien nobles. Parce que quand il s'agit d'assister des services qui œuvrent pour la promotion et la protection du bien-être de l'enfant et de la femme, je ne peux que les remercier et les encourager. Restons toujours à Tombouctou. Les femmes se donnent la main pour le retour de la paix et de l'unité. Et pour ce faire, elles ont organisé des journées de prière, de bénédiction et de lecture du Saint-Coran. Objectif, prier pour la stabilité sociale, véhiculer le message de la paix et du pardon et vivre ensemble à travers un islam tolérant. Ces journées ont été organisées de façon concerte avec toutes les femmes de la ville de 333C. Kassim Traoré. Séances de prêche, de prière et de concertation ont été les temps forts de cette campagne de bénédiction des femmes de Tombouctou. Au nom de la paix, du pardon et de la cohésion sociale, c'est pourquoi les femmes de Tombouctou se sont retrouvées. Touré Inadjara, président de la commission d'organisation. Vu le problème que Tombouctou a vécu pendant 2 ans, les hommes, les marabouts, les imams, eux, ils sont toujours là-dedans. Ils sont dans les mosquées, ils sont dans les vestibules et tout. Donc nous aussi, en tant que femmes, en tant que des femmes musulmanes, on a demandé à ce que chaque quartier, les femmes qui lisent le Coran, qu'ils sortent massivement et qu'on vienne ici au Cédra pour réciter le Coran. C'est dans le cadre de la paix sincère, vraiment de ce qui s'est passé à Tombouctou. Pour l'une des rares fois, la doyenne des femmes de Tombouctou était de cette manifestation. Faskoui Aïcha Khalil, doyenne des femmes de Tombouctou. C'est pour pouvoir prévenir tout malheur éventuel. Pour cette cause que ensemble, toutes les femmes de Tombouctou ont voulu organiser cette prière-là, cette lecture de Coran. Donc je souhaite vraiment que Dieu exauce nos vœux. Toutes les femmes de Tombouctou sont là aujourd'hui. C'est vraiment une fierté pour nous. Que Dieu nous prête longue vie. Que Dieu protège tout le Mali. En plus des prières et des bénédictions, les femmes de Tombouctou, sans distinction de confession, ont mobilisé des fonds pour faire des sacrifices dans toutes les mosquées de la ville de 333 afin que tout le monde puisse prier pour la paix au Mali. Actualité hors du Mali au Nigeria, un nouveau rapt de femmes et de jeunes filles a lieu dans le nord-est du pays. Plus de 60 femmes et jeunes filles ont donc été enlevées la semaine passée. Une nouvelle attaque qui risque d'augmenter la défiance des Nigériens contre leur gouvernement, alors qu'Abuja est déjà critiqué pour son incapacité à retrouver plus de 200 lycéennes enlevées il y a 2 mois. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé ce mardi
dit que les autorités ne devraient pas s'ingérer dans les affaires judiciaires. C'est là au lendemain de la condamnation de 3 journalistes d'Al Jazeera détenus en Égypte à de peines allant de 7 à 10 ans de prison. Les États-Unis et l'Australie ont appelé Abdel Fattah al-Sisi à gracier les 3 reporters, dont l'Australien Peter Grace, un responsable à la présidence égyptienne, avait toutefois affirmé hier à l'agence France Presse qu'aucune grâce ne pouvait intervenir avant qu'une cour d'appel n'ait statué. Retour à l'actualité nationale, la réduction de la pauvreté au Mali, contribution syndicale, c'est l'intitulé d'un document réalisé et remis aux autorités maliennes par la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. Le document en question a été présenté ce lundi à la presse. Les initiateurs entendent contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers la promotion de la bonne gouvernance au Mali. Des précisions avec Amadou Amion Guindo, secrétaire général de CSTM, au micro d'André Traoré. Nous estimons que tant que nous n'avons pas une bonne gouvernance au sommet de l'État, au sommet des institutions, c'est-à-dire que nous allons continuer à souffrir ce que nous avons connu ces 20 dernières années. Il est fondamental que, autant dans la mentalité, dans le comportement et dans les actes que nous posons tous les jours, que nous savions que nous comprenions aujourd'hui que c'est un État que nous devons rebâtir, reconstruire, et que par rapport à cette vision, il faut un changement effectivement de mentalité. Il faut que nous recréions l'État sur des piliers assez solides qui permettent de garantir non seulement l'intégrité du territoire national, la paix sociale, autant la justice, qui permettent aussi de relancer l'économie et de créer des emplois. Nous sommes convaincus que si aujourd'hui nous allions ensemble à une bonne gouvernance, c'est-à-dire à revoir, disons, toute l'action gouvernementale dans tous ses compartiments et en privilégiant la justice sociale et le droit. Nous pensons que les Maliens, effectivement, dans les années très proches, verront l'impact positif, sinon vivront mieux dans un environnement plus sécurisé et stabilisé. L'unité de gestion et de coordination du programme de la microfinance rurale a démarré hier à Ségou un atelier de validation des produits de capitalisation des espérances du PMR. Pendant 2 jours, les participants vont partager les résultats des groupes thématiques afin de disposer de documents finaux partageables avec d'autres acteurs intervenant dans le domaine de la microfinance rurale. Douba Dambélé pour plus de détails. Il s'agira surtout pour les participants de valider les résultats des groupes thématiques des sous-zones de San, de Ségou et de Mopti. Draman Sidibé, directeur du programme microfinance rurale. L'atelier rentre dans le cadre de la capitalisation des produits du programme de microfinance rurale. Donc nous avons estimé qu'après 2 ans, 3 ans de parcours, que ces 2 activités, ces 2 axes méritent d'être capitalisés. À savoir comment nous avons procédé à la restitution, au renforcement, à la viabilisation des institutions de microfinance en milieu rural et comment nous procédons à l'accompagnement des femmes et des jeunes à travers les ONG que nous avons aujourd'hui. Une façon de concrétiser la démarche et le processus de collecte de données et de formalisation des expériences des sous-zones. Mamadou Traoré, responsable suivi évaluation PMR. Il s'agit de faire en sorte que les groupes démunis, hommes et jeunes qui sont dans les différentes communes et cercles de Ségou, Massina et Nyonon qui font partie de la région de Ségou, mais aussi une extension sur la région de Mopti à travers le cercle de Ténécon. Et l'accompagnement des groupes démunis consiste à faire en sorte que ces ONG identifient des groupements dans ces différentes communes et villages-là et les mettent en relation avec les systèmes financiers décentralisés pour que ces groupements puissent avoir les prêts. Donc cette démarche-là, nous allons capitaliser sur cette façon de faire et en retenir les points les plus essentiels qui puissent faire l'objet de réplicabilité, de partage avec autres ONG et avec d'autres structures intéressées par l'accompagnement des groupes démunis. Il faut noter que le programme de microfinance rurale est une initiative conjointe développée par le gouvernement de la République du Mali et le Fonds international pour le développement agricole. Il a pour objectif général de contribuer à l'accès durable des ruraux pauvres à des services financiers répondant à leurs besoins de développement socio-économique. Il est exactement 13h passées de 21 minutes. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Assetou Kanté, mise en onde par Fatou Fall. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la 101.2.